Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Pierre Matonnier, le maire d'Aurillac, maire socialiste d'Aurillac. Bonjour Pierre Matonnier. Bonjour. Comme nombre de vos 36 000 confrères, vous étiez cette semaine à Paris pour le traditionnel congrès de l'Association des maires de France. En 2013, vous êtes en effet devenu le maire d'Aurillac, la ville-préfecture du Cantal. Vous vous définissez comme un rocardien, comme un social-démocrate, avec un parcours politique qui vous a mené du Parti radical de gauche au Parti socialiste. Titulaire d'un diplôme d'expert comptable, mais aussi d'une maîtrise de philosophie et d'une licence de théologie, vous êtes un grand sportif, amateur de courses de fond et père de 4 enfants. Alors, Aurillac, 25 000 habitants, est connu pour ses parapluies, ses vaches Salers et son festival des arts de la rue. Mais c'est aussi le chef-lieu de France le plus éloigné d'une entrée d'autoroute. Alors, aménagement du territoire, avenir du monde rural, crise des gilets jaunes et bien entendu mission d'un élu local, il en sera question dans cette émission. Vous serez successivement interrogé par Romain Masneau de RCF, par Corinne Laurent pour La Croix et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous étiez invité, comme vos confrères maires qui sont présents à Paris, à l'Élysée hier soir par le président Macron. Y étiez-vous ? Hier soir, non, je n'y étais pas, puisque j'avais été à l'Élysée l'année dernière, ce qui m'avait donné l'occasion de visiter ces magnifiques locaux. Et hier soir, nous nous sommes retrouvés entre élus cantaliens et nous avons été voir le Cirque du Soleil. Nous avons vu un très beau spectacle. Une question de Romain Masneau pour cette première partie de Face aux chrétiens. Bonjour Pierre Matonnier. Alors peut-être pour commencer, en tant que maire d'Aurillac, quelle est votre plus grande joie et peut-être où se situent vos plus grandes difficultés aujourd'hui ? Alors la plus grande joie, c'est de voir aboutir, bien sûr, les gros projets d'investissement, parce que c'est des choix qu'on fait et sur lesquels on s'était engagé dans le cadre d'un programme municipal. Il y a aussi des joies plus diffuses. Lors du mariage homosexuel, des gens qui viennent nous remercier avec beaucoup d'émotions, qui ont pu officialiser leur relation. Et ça, c'est des moments très intenses pour un maire, de se dire qu'on a vécu cet événement-là. Dans les grandes joies aussi, ces sourires parfois de migrants que je rencontre dans Aurillac et qui aujourd'hui se sont installés et qui travaillent sur la ville d'Aurillac. Donc ça, c'est une satisfaction quand leurs enfants viennent nous voir et qu'on se dit qu'après tout, notre engagement, c'est d'avoir permis à ces gens de s'installer sur notre territoire et de vivre avec nous, malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et puis après, les difficultés des maires, elles sont multiples. On voit que notre société est beaucoup plus en tension. On voit que le seuil de tolérance est très très bas. Nos concitoyens ne tolèrent plus un grand nombre de choses et on peut être un défouloir. Alors il y a peut-être l'effet des réseaux sociaux, l'effet d'un mal-être, un sentiment de déclassement, particulièrement dans les zones rurales, qui fait qu'une certaine aigreur existe et qu'il faut savoir l'écouter, essayer de la comprendre et inviter chacun à sortir un peu la tête du guidon en essayant de poser les vraies choses. Mais ça, c'est pas facile. La difficulté, c'est pas aussi dans ces relations avec les administrés, le fait que les gens, beaucoup de maires le disent, se comportent de plus en plus comme des consommateurs de services et pas comme des citoyens ? Tout à fait. Il y a alors le double phénomène. À la fois le consommateur de services publics a un droit, j'ai droit à, et puis parfois un engagement militant très fort, ce qui est toujours appréciable, mais qui peut aller jusqu'au complotisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir un panel d'intervention sur un même sujet ou dans une réunion publique avec des personnes qui vont se préoccuper que de leur trottoir et de leur arbre et vont demander au maire que cette question-là, et puis d'autres personnes qui vont aller sur des débats beaucoup plus larges, parfois avec des visions très difficiles à défendre, de remise en cause des élus, du système en général, tous pourris, etc. On voit bien ces relents, on voit ces deux choses. Et puis, mais au milieu de tout ça, il y a beaucoup de citoyens encore respectueux. J'ai la chance d'être dans une ville où les institutions ont encore du sens, l'État a du sens, etc. Donc c'est important. Et puis on se connaît tous. Aurillac est à la fois une ville et un village. Je pense avoir croisé 26 000 habitants. Ouais. Oui. Dans les difficultés, il y a aussi les relations avec les autres échelons territoriaux, départements, régions. Alors oui, ça fait partie des difficultés parce que chaque collectivité a vu ses ressources baisser de manière significative. Hein. Les départements
départements connaissent des difficultés structurelles importantes, et particulièrement celui du Cantal. Nous sommes un département avec peu de population et relativement pauvre du point de vue fiscal. Et puis, bien sûr, il y a ces grandes régions où nous avons le sentiment d'être un peu perdus. On est à 4 heures de Lyon. On aurait été à 4 heures de Toulouse de toute façon, donc ça ne changeait pas grand-chose. Vous ne vous sentez pas très à l'aise dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes? Vous vous sentez plus comme un homme du Grand Sud-Ouest Alors, c'est vrai qu'Aurillac est sud-ouest. Autant Saint-Flour est tourné vers Clermont, autant Aurillac était tourné vers Toulouse. Mais on ne pouvait pas couper le département en deux, donc il fallait choisir. Bon, on est parti sur Lyon en suivant Clermont, puisque les relations étaient déjà assez étroites. Mais ça fait quand même 4 heures de route. Est-ce qu'avec le regroupement en intercommunalité, vous avez le sentiment, alors peut-être pas vous, mais chez les maires des petites villes autour d'Aurillac, ce sentiment d'être dépossédé de ses prérogatives, ça existe, ça? Oui, je crois que ça, c'est aussi une des causes du mal-être d'un certain nombre de maires, particulièrement des petites communes, parce qu'ils ont toujours le contact avec la population, donc ils doivent gérer souvent ou le mécontentement ou les tensions, sans avoir les leviers de décision. Alors, nous sommes dans une intercommunalité à Aurillac qui est acceptable, puisqu'on est 26 communes, donc ça va. Mais quand je vois des intercommunalités à 50 communes, là, les maires ont le sentiment d'être dépossédés, et puis ça devient très administratif, très formaliste. On n'est plus dans la relation directe d'un conseil municipal qui gérait sa commune. On devient membre d'une structure qui est un bon échelon. L'intercommunalité est un bon échelon pour traiter les problèmes, mais attention aux grandes intercommunalités. J'entends sur le Pays Basque des intercommunalités de 250 communes. Je ne vois pas comment le maire qui va avoir ce rôle de médiateur quand même, un rôle important de médiateur républicain, va pouvoir jouer son rôle quand il se retrouve dilué dans 250... Ça, c'est quelque chose qui a été manqué, raté par le précédent gouvernement, sous François Hollande. Oui, il faut rappeler que la loi NOTRe, c'est celle qui a créé les grandes régions, et c'est aussi cette loi NOTRe qui avait donc réparti les compétences, donné plus de pouvoir aux intercommunalités. Oui, mais je crois que c'est un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond, et depuis de nombreuses années, la loi NOTRe a poursuivi cette logique, et cette logique est un peu inéluctable. Mais est-ce que demain le passage... alors la suppression des communes serait dramatique en termes de représentation républicaine de proximité. Le département du Cantal, on se rend bien compte, vous savez, c'est un volcan avec des vallées qui sont assez éloignées. On est tous... les routes sont toujours un peu compliquées dans le Cantal. Donc je pense que si les intercommunalités qui regrouperaient tout le sud du département, une intercommunalité, ce ne serait pas viable, et on perdrait des relais démocratiques très très importants pour la République. Et particulièrement sur nos territoires qui ont parfois le sentiment, à tort ou à raison, d'être délaissés ou un peu déclassés. Voilà. Donc, importance d'une représentation républicaine de proximité, donc échelon du maire responsable, mais l'intercommunalité est l'échelon pour traiter les problèmes d'assainissement, de voirie, d'eau, de transport, enfin, c'est un échelon nécessaire. Mais Emmanuel Macron a laissé entendre hier soir qu'éventuellement on pourrait revenir sur certains transferts de compétences sur la loi NOTRe à la demande de certains élus. Oui, mais on a par exemple le texte sur l'urbanisme. Aujourd'hui, nos textes sont tellement complexes que pour les petites communes qui avaient le sentiment de plus de responsabilité, en réalité, c'était l'État qui décidait. Aujourd'hui, ça va être l'Interco qui est la structure qui va gérer les permis de construire, l'urbanisme, etc. Je ne suis pas sûr que là, malgré tout, je ne suis pas sûr que les maires analysent bien. Je ne pense pas qu'ils aient réellement perdu de compétences. Alors après, on signe toujours les permis de construire, etc. Donc ça va être un sujet délicat. Ce sera difficile de faire machine arrière. Mais si je vous entends bien, vous dites pas forcément un retour en arrière. Hein. Non. Il faut continuer. Il faut continuer. Moi, je pense qu'il faut continuer. Par contre, il faut se méfier. Il faut trouver un mode de représentation et d'expression qui fasse que les maires ne se sentent pas délaissés et un rôle réellement actif dans les... C'est un vrai sujet de débat, de consensus au sein de l'intercommunalité. C'est une démarche qu'on n'a pas toujours en France, mais c'est le bon vecteur qui pourrait permettre de faire partager, mais c'est un exercice difficile. D'où le sentiment de certains maires de se dire qu'ils passent leur temps à l'interco, dans des réunions qui n'arrêtent pas, de techniciens. C'est vrai parce que la France est devenue un pays très technique à gérer. L'eau, c'est technique, l'assainissement, c'est technique, beaucoup de choses sont techniques. Peut-être quelques mots sur la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que sur ce sujet, vous sentez le gouvernement ouvert sur la question de la compensation ? Alors moi, ma position n'est pas tout à fait conforme à l'avis de beaucoup de maires. Moi, je suis partisan à Aurillac de la suppression de la taxe d'habitation. Pourquoi ? Aujourd'hui, j'ai 50% de mes concitoyens
qui ne payaient pas de taxe d'habitation ou étaient dégrévés parce que j'ai une population pauvre. Mon revenu fiscal moyen est bas. Donc la réforme, qu'est-ce qu'elle va faire? On va passer à 85% d'exonérés. Pour l'instant. Peut-être on passera à 100%. Là, je serai moins favorable. Mais à 85% d'exonérés, c'est du pouvoir d'achat pour mes habitants. La taxe d'habitation payée à Aurillac par rapport à un Parisien avec une valeur locative qui est aberrante, issue d'un calcul de 73, est confiscatoire, beaucoup trop cher pour nos concitoyens. Donc l'abattement, en tout cas l'exonération pour certains et l'abattement significatif pour d'autres, est une bonne chose. Le danger pour les maires, c'est qu'on soit exonéré à 100%, auquel cas ça deviendra une dotation forfaitaire. Et on sort quand même d'une période difficile où on nous baissait notre dotation globale de fonctionnement à coups de rabot. Et pour Aurillac, tous les ans, on perdait 800 000 €. On a perdu, là, entre Sarkozy et Hollande, on a perdu pour la ville d'Aurillac 2,5 millions sur une DGF qui était à 6 millions. C'est vraiment significatif. Donc le danger, c'est que nous, la taxe d'habitation, quand on sera à 100%, ça devienne une dotation unique et que cette dotation, elle nous soit rabotée doucement dans le temps. Parce que bon, l'État a aussi ses contraintes. Donc c'est là où il y a le danger. C'est pour ça que moi, je suis OK pour le 85% donc l'abattement, mais en laissant une partie de nos concitoyens redevables de cette taxe. Oui. Pour en revenir au métier de l'élu, certains de vos confrères demandent une réforme du statut de l'élu local. Et ils disent notamment sur l'indemnisation, par exemple, sur la prise en compte dans le parcours professionnel de votre temps passé en mairie. Il faut réformer, il faut donner plus de sécurité aux maires. Est-ce que c'est votre point de vue ? Alors, moi, je suis issu, bien sûr, je suis expert comptable, j'ai un cabinet, je garde encore un peu d'activité professionnelle. C'est vrai que quand on vient du privé, qu'on est élu, et puis, maire, c'est un CDD, et puis renouvelable tous les 6 ans, donc on ne sait pas ce qui se passera, il faudra un jour repartir dans le privé. Alors, pour les personnes membres de la fonction publique, etc., c'est peut-être un peu plus simple parce que les mécanismes sont plus huilés, mais pour des gens comme moi ou des agriculteurs, on a beaucoup de maires qui sont ou agriculteurs ou en milieu rural, là, c'est plus difficile parce qu'il faut qu'ils fassent les heures, il faut qu'ils fassent le temps, et ils ne sont pas nécessairement accompagnés. Alors, je pense que le statut de l'élu, c'est un vrai sujet. En termes de responsabilité aussi, parce qu'on fait souvent signer à l'élu beaucoup de mécanismes qu'il ne comprend pas nécessairement. Ça sert un peu de parachute à beaucoup de décisions. Alors, il y a un travail étroit avec la préfecture, avec le contrôle de légalité, mais au final, certaines décisions, on n'est pas compétent sur tout, et on prend beaucoup de responsabilités sur beaucoup de domaines quand même. Dans les lois qui ont bouleversé le rôle de l'élu ces dernières années, il y a eu le non-cumul des mandats. D'après une enquête récente du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, la majorité des maires trouvent que ça a été une bonne mesure. Est-ce que vous faites partie de... Je crois que c'est 55% qui trouvent que c'est une bonne mesure, ou est-ce que vous dites parfois, peut-être en étant député, je pourrais défendre encore mieux les intérêts de ma ville ? Moi, je trouve que c'est une bonne mesure, mais je comprends. C'est une mesure qui va changer. D'abord, qui a permis de féminiser, qui a permis de rajeunir beaucoup, et on va le voir au municipal, ça a beaucoup d'incidence. Les baronnies, entre guillemets, sont beaucoup plus difficiles sont en train de disparaître, donc on voit arriver un personnel politique différent, et ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai, par contre, que ça suppose des relations très étroites avec le gouvernement, avec les ministères des fois, avec les régions, et ça, c'était un avantage quand on avait la casquette d'élu régional, par exemple, et de maire. C'est vrai qu'on avait des portes plus faciles, mais c'est peut-être notre système là qui n'était pas très bien, parce qu'on avait des élus qui devenaient que des élus professionnels, qui ne faisaient que ça. Donc maintenant, avec le non-cumul, au moins, on doit prendre position. Moi, je suis maire, je suis heureux maire, je me plais à être maire, je suis pas frustré de ne pas être maire et député. Je pense que j'ai assez de travail dans une mairie, parce que franchement, si on veut, c'est une petite ville Aurillac, mais en tant que maire, je vous assure que si on est présent, je ne comprends pas comment les gens pouvaient faire être maire et député, ou maire et sénateur, et rentrer dans leur circonscription 2 jours à la fin de la semaine, et connaître les dossiers de la ville, parce qu'il faut connaître ces dossiers. Très bien, merci Romain Mazenot. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Pierre Matonnier. Il sera interrogé par Corinne Laurent dans la deuxième partie. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour ce Face aux chrétiens avec notre invité Pierre Matonnier, maire d'Aurillac. Il est interrogé dans cette deuxième partie de Face aux chrétiens par Corinne Laurent de la Croix. Bonjour Pierre Matonnier. Alors vous n'étiez pas à l'Élysée où Emmanuel Macron a reçu 2000 maires. Est-ce que cet exercice de calinothérapie vous a convaincu après 18 mois de relations difficiles entre le président et les élus? Est-ce qu'il vous a compris ou est-ce qu'il reste rigide? Alors, je crois que j'étais l'année dernière à l'Élysée pour cette réception et j'avais regretté qu'ils ne prennent pas la parole. Nous étions 1000 ou 1200 maires et je trouvais que c'était quand même un moment où on pouvait faire autre chose que des selfies, on pouvait peut-être se parler un petit peu, même si ce n'était pas un discours, il venait le lendemain à l'AMF, donc c'était l'occasion pour lui de faire son grand discours. Mais je pense que ça aurait gagné à un peu plus de dialogue à ce moment-là. Donc hier, je n'ai pas souhaité y aller, mais je pense que c'était quand même un bon exercice, parce que les maires ont besoin quand même d'être reconnus, et cette réception avec 2000 maires, ces questions-réponses, c'est se mettre à la portée quand même des élus, et c'est une bonne chose. En tout cas, c'est plus favorable que le fait de ne pas avoir parlé comme l'année dernière. Donc je pense que l'exercice était nécessaire, parce qu'il y a vraiment un éloignement ou un sentiment d'éloignement entre le pouvoir et les élus locaux, et particulièrement les élus ruraux. Il est dû à quoi cet éloignement? Vous pensez que le président mène une politique recentralisatrice, trop recentralisatrice? En tout cas, c'est l'impression que l'on a. On a le sentiment que cette volonté d'un lien direct avec la population se traduit par la disparition ou en tout cas la mise sous tutelle des corps intermédiaires, voire de leur non-respect. Et les élus de proximité sont des corps intermédiaires d'une certaine manière. Ce sont des médiateurs de la République dont on a absolument besoin, dont la République a besoin. Donc il faut rester très prudent sur ce dispositif. Oui, vous pensez qu'il doit s'appuyer davantage sur ces corps intermédiaires? Le maire est encore celui qui a une opinion majoritairement favorable. Vous pensez qu'il doit réchauffer ces liens? Est-ce que, par exemple, il faudrait un nouvel âge de la décentralisation pour vous donner peut-être plus de liberté d'action? Le maire, c'est l'échelon de proximité qui représente pour nos concitoyens la République. Et si on n'accorde pas un respect suffisant à ces maires-là, il y a beaucoup de maires ruraux qui vont jeter l'éponge. Ils se font insulter, parfois contester, parfois insulter, oui. Dans la première partie de l'émission, Romain Masneau parlait d'une étude du Cevipof qui dit que 40% des maires envisagent de ne pas se représenter aux prochaines élections en 2020. Est-ce que c'est ce que vous constatez autour de vous, ou est-ce que ça vous paraît exagéré Je pense que c'est un peu exagéré. Un an avant, on a parfois un sentiment de lassitude, mais je pense qu'il y a un certain nombre reviendront. Je crois que c'est un peu constant, mais on a quand même une réalité. On a des maires qui vivent mal l'intercommunalité, qui parfois ont ce sentiment de ne plus servir directement leurs concitoyens. Et puis, on en parlera, mais les ressources des communes ont quand même fortement baissé. Donc, ils n'ont plus les leviers d'action qu'ils pouvaient avoir, notamment sur la proximité. Justement, sur le financement et la fiscalité, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a remplacé les coupes dans les dotations, vous fait une bonne proposition en évoquant une contractualisation? Oui, moi ça, c'était un plus et un soulagement pour le maire d'Aurillac, parce que depuis 4 ans, enfin 5 ans, on a eu des baisses successives, des coups de rabot qui étaient mécaniques et violents. Donc aujourd'hui, on s'engage sur une contractualisation, un plafonnement de nos dépenses, 1,2%, c'est quand même pas... Enfin, on voit bien que l'inflation, on n'est pas très loin de ça. Donc à nous de bien gérer nos communes. Et on est quand même responsable des deniers publics et de l'argent de nos concitoyens. Donc c'est pas une mauvaise décision. En tout cas, moi je suis beaucoup plus soulagé, parce que si le mécanisme qu'on connaissait précédemment avait été poursuivi, même une ville comme Aurillac, qui a des finances plutôt saines, serait en difficulté grave. Donc il était nécessaire de faire cette pause, et ça, les maires ne doivent pas l'oublier, parce qu'on a connu quand même des baisses de dotation qui étaient significatives avant. Mais vous avez assez de marge de manœuvre pour mener des politiques publiques. On le voit, les difficultés à mettre en place le rythme scolaire, à conserver des emplois aidés. Alors, je pense que ce qui a été fait, et qui avait été fait, initié déjà par le précédent gouvernement, on nous contraint beaucoup sur les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on nous plafonne nos dépenses de fonctionnement. En revanche, on est plus aidé sur les investissements.
Ce qui veut dire que la gestion politique pour une ville moyenne comme Aurillac, je ne parle pas des communes plus petites, je parle d'une ville moyenne de ce que je connais. Pour Aurillac, ça oblige nos projets à être structurants, à pouvoir les défendre, et on obtient la DSI, la dotation de soutien à l'investissement, qui est quand même un levier important. Donc, sur nos plans de financement, et par la contractualisation avec les autres collectivités, on arrive à boucler des plans d'investissement satisfaisants. En revanche, sur les dépenses de fonctionnement, et ce sont essentiellement des dépenses contraintes, puisque les dépenses à Aurillac, 60% c'est la masse salariale. Donc, dans nos dépenses de fonctionnement, donc avec des statuts de fonctionnaires, on n'a pas de souplesse. Donc là, il faut à la fois faire une gestion prévisionnelle des emplois, ne pas remplacer les personnes qui partent à la retraite, etc., et adapter le service public. Parce que la raison d'être d'une commune, c'est quand même le service public de proximité. Et les gens en ont besoin, et c'est... Quand je parlais du maire médiateur, la commune, c'est vraiment le parachute de notre société, que ce soit par notre CCAS, que ce soit par les écoles, que ce soit par l'espace public, par la voirie, par la propreté urbaine, par la sécurité, enfin toutes ces missions que les maires sont en première ligne, même s'ils n'ont pas nécessairement toutes les compétences. Alors, le président des maires de France, François Baroin, reproche aussi beaucoup à l'État, et pas seulement là le président en place, mais même avant lui, l'État qui impose des politiques publiques qui ont des conséquences très difficiles pour les maires. C'est les rythmes scolaires, c'est le cas des emplois aidés que du jour au lendemain on a supprimé. Est-ce que c'est aussi votre ressenti de maire que l'État vous impose des choses et sans transférer les dotations, ni vous donner une visibilité sur le long terme? Alors, on ne peut pas accuser le président Macron, même si ce n'est pas nécessairement ma couleur politique, de nous avoir contraints sur les temps scolaires. On avait une très bonne réforme à 4 jours et demi, pour les enfants en tout cas, moi j'en suis convaincu. On nous a laissé les mêmes moyens et on est libre de passer à 4 jours. Ou d'être à 4 jours et demi. Et vous avez fait quoi? Moi, je suis à 4 jours et demi. Je suis et vous restez à 4 jours. C'est l'intérêt des enfants, et particulièrement des enfants les plus fragiles. Donc, et j'ai une communauté enseignante qui a particulièrement bien joué le jeu à Aurillac, et qui était consciente de cet enjeu pour l'intérêt des enfants. Donc là-dessus. Sur les emplois aidés, par contre, j'ai regretté la mesure. C'est évident, parce que ça a été un message qu'on a envoyé particulièrement alors, aux collectivités, c'est une chose. Après tout, les collectivités, on peut gérer différemment. Mais surtout aux associations. Parce que sur une commune comme Aurillac, alors je reprends l'exemple, mais le tissu associatif, il est déterminant. Et que ce soit pour le sport, que ce soit pour le caritatif, que ce soit pour le culturel, pour le social, sans les associations, notre société devient encore plus fragile. Et là, les emplois aidés étaient vitaux. Et ce n'était pas des situations de confort. C'était parce que les subventions qu'on leur verse sont elles aussi contraintes. Donc leurs marges de manœuvre ont été fortement réduites du fait de la suppression des emplois aidés. Ça, c'est dommage. Corinne Laurent. Nous allons faire un petit peu de politique. Vous êtes un élu socialiste. Le Parti socialiste entame une nouvelle ville, déménage en banlieue. Pourquoi ce parti n'est pas suffisamment audible ? Ça, c'est une vraie question et une grande question. Je crois qu'il y a encore un certain rejet. Je pense que le bilan du mandat Hollande n'a pas encore été réellement fait et je pense que l'histoire et l'économie montrera que les réformes qui ont été faites étaient des réformes très importantes, qu'elles ont porté des fruits, qu'on a pu passer les conséquences de la crise financière, réduit le déficit, l'endettement même, pas l'endettement, mais au moins le déficit de la France. Je vous l'ai dit, la contribution des collectivités est quand même très lourde et difficile à vivre pour des villes comme Aurillac, mais bon, ça s'est fait. Je pense qu'il faut laisser un certain temps. Moi, je vois comment les réformes qu'avait fait Hollande, qui étaient bien moins violentes socialement que celles portées par Emmanuel Macron, ont été critiquées particulièrement, surtout sur la gauche, de la gauche. Et là, fort rejet, il y a eu un malentendu. Peut-être que notre système électoral fait que certains ont eu l'impression d'être trahis. Je ne suis pas sûr qu'Hollande ait menti, mais il n'avait peut-être pas dit aussi clairement qu'Emmanuel Macron ce qu'il allait faire. C'est peut-être cette frustration. Mais il faut qu'on prenne le temps de faire le bilan, laisser un peu regarder l'évolution et les chiffres tels qu'on va les avoir par des statistiques. Ensuite, on manque de charisme, oui. Aujourd'hui, on a un problème de leadership. Et puis, il y a aussi une vraie question. Enfin, pour moi, il y a 3 questions qu'il va falloir qu'on règle et qui sont importantes pour l'avenir de la social-démocratie. C'est
le développement durable. Je pense que c'est un paramètre qui, aujourd'hui, doit être une vraie question et doit être l'ADN de toute réflexion politique, parce que ça a des conséquences sur le choix de société qu'on a. La deuxième chose, ce sera la lutte contre les inégalités, parce que notre société, si elle est exclusive, si elle n'est pas inclusive, sera délétère. Et on voit avec les Gilets jaunes, on voit tous ces mouvements. Les messages qui ont été envoyés avec la suppression de l'ISF, avec la flat tax, sont des messages qui, aujourd'hui, ont été très mal vécus, très mal vécus par nos concitoyens, et très regrettables, parce que c'est quand même plusieurs milliards qui manquent au budget et qui ont été pris sur les APL ou sur d'autres. Et ça, c'est dommage. Et puis, je pense que la troisième chose, donc je disais développement durable, inégalité, et puis je pense qu'il faut qu'on revoie notre mode de société et qu'on se repose des questions sur notre mode de consommation et de façon d'envisager notre manière de vivre. Là, c'est une question de fond. En social-démocrate, en rocardien, vous n'auriez pas été tenté à un moment de rejoindre l'aventure En Marche d'Emmanuel Macron ? Alors, j'ai pas pu soutenir Hamon, je suis désolé, mais j'avais trop mal vécu. Benoît Hamon, qui avait donc été le candidat présidentiel. Donc, au présidentiel, Macron me semblait le seul candidat de nature à contrecarrer les extrêmes, et particulièrement l'extrême droite. Voilà, donc, mais de là à rejoindre l'aventure En Marche, non, j'ai été... la suppression de l'ISF, Rocard ne l'aurait jamais fait. Il s'est prétendu rocardien, mais ça, il ne l'aurait jamais fait. Et la flat tax, on avait réussi à taxer au même niveau le capital et le travail. Là, on met une taxation à 30% et on va taxer le travail à CSG inclus à plus de 60%. C'est pas normal. Corinne Laurent. Alors, pour les prochaines élections municipales, quelle stratégie vous seriez tenté d'aborder ? Est-ce que vous êtes un rocardien, Michel Rocard a fait l'ouverture, est-ce que vous vous ouvrez à d'autres sensibilités ? Vous êtes plutôt gauche de la gauche ou plutôt République En Marche ? Alors, je suis vraiment entre les deux. Quelque chose. Non, je ne serai pas ni République En Marche ni gauche de la gauche. Je pense que l'écologie doit avoir une place importante. Je l'ai dit. Je pense qu'on a nos valeurs social-démocrates qui sont ni à l'extrême gauche ni En Marche. Donc il faut les défendre. La lutte contre les inégalités, c'est fondamental. C'est vraiment le combat qu'on doit mener, et je pense que c'est le Parti socialiste qui peut l'incarner, même si en ce moment on n'est pas audible. Et j'espère qu'on aura un jour un leader sur ces questions-là. Et donc pour les municipales, il est très important pour moi, sur une ville, je vais parler pour Aurillac, c'est ce que je connais, 26 000 habitants, j'ai plus besoin de personnes qui ont ces valeurs-là, qui ne sont pas nécessairement encartées, mais qui les expriment et qui sont capables de les faire passer. Parce que, encore une fois, ce rôle de médiation, de discussion avec la population, si on veut éviter des gilets jaunes dans tous les sens, ou des bonnets rouges, ou des chaussettes vertes, je ne sais pas ce que sera le prochain mouvement, mais il faut absolument que les élus de terrain puissent expliquer ce qu'ils font, et puis s'écouter aussi, parce qu'il faut savoir écouter ce qui est dit. Tout n'est pas à rejeter, il ne faut pas mépriser, encore une fois. Ce n'est pas la peine de rajouter de la douleur à la douleur. Donc il faut faire la part des choses. Et je pense que le président Macron, sur ce phénomène, l'expérience sur le phénomène des Gilets jaunes, c'est l'expérience d'élu de proximité qui lui manque. Parce qu'il y a certaines phrases qu'on ne peut pas dire quand on est maire, et qu'il n'aurait peut-être pas dit de cette façon-là s'il avait eu cette expérience. Sur le terrain, justement, quand on est élu comme vous, est-ce qu'on redoute ou pas l'arrivée d'un candidat à LREM aux prochaines élections municipales en 2020 ? Ouais, là, ils vivent un peu le phénomène que nous, on a vécu en 2014. C'est un parti qui est très jeune, qui a peu de racines, qui a une spontanéité. Libérer les énergies, c'était quand même un vrai sujet pour la France. Je l'analyse de cette façon-là. Mais aujourd'hui, c'est un parti qui est, pour moi, hors sol. Il n'y a pas d'assises locales. C'est difficile, vous savez, des élections locales, nos concitoyens, ils sont quand même très attachés à leur ville, leur commune, ils l'aiment. Et c'est leur cadre de vie, et ils ne sont pas prêts à donner les clés à des gens qui ne connaissent pas ou qui ont peu d'expérience, etc. Donc ça pourrait venir, mais ça pourrait venir de personnes qui ont déjà des expériences, qui sont peut-être dans mon équipe, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passera. Vous savez, il faut être très humble dans ces questions-là. Corinne Laurent. Le Parti socialiste a glissé du social vers le sociétal. Comment vous positionnez-vous sur les sujets sensibles ? Vous avez un petit peu évoqué le mariage pour tous tout à l'heure. La PMA, la GPA, quelles sont vos positions là-dessus, sur ces sujets ? Sur la PMA, je pense que c'est, même si c'est un sujet délicat, c'est un sujet difficile, parce que
les lettres semblent simples, mais on sait le parcours que ça représente pour les familles. Mais moi, j'y suis, bien sûr, je pense que c'est nécessaire de donner une chance à des parents qui souhaitent avoir des enfants. Ça me semble tout à fait acceptable. Quant à la gestation pour autrui, là, je suis opposé à cette marchandisation du corps. Je pense qu'il y a un vrai danger, et on voit bien les dérives sur les pays où c'est possible. C'est une question d'argent, hein, etc. Après, l'autre difficulté, une fois qu'on a dit ça, quand un couple homo ou hétérosexuel a bénéficié d'une GPA, ce statut de l'enfant est très complexe. Et là, pour le coup, il faudra quand même trouver une solution pour le statut de l'enfant, tout en ayant cette approche un peu hypocrite de dire que sur la GPA, on n'est pas favorable. Vous êtes très laïque, Pierre Matonnier, vous n'aimez pas mettre ça en avant, mais vous êtes catholique et vous tenez tout de même à faire entendre cette voix qu'on entend moins sans doute, catholique de gauche. C'est une voix qui existe encore dans le champ politique. Ça, je ne sais pas. En tout cas, les valeurs de gauche, à mon avis, les valeurs que je défends sont des valeurs de gauche, et je pense que je retrouve tout à fait certaines positions de l'Évangile sans état d'âme. Voilà. Après, je suis très attaché à la laïcité parce qu'on est mère de tout le monde. Et je suis très attaché à la laïcité parce que je veux le respect des croyances ou des idées philosophiques des uns et des autres. On a le droit d'être athée, on a le droit d'être croyant, on a le droit d'être musulman, on a le droit, ça, dans la mesure où on ne nuit pas à l'ordre public. Le respect de la laïcité, pour moi, c'est cela. Et il faut faire très attention et par contre, je suis aussi attaché, en même temps, aux valeurs républicaines d'égalité de l'homme et de la femme. Donc je pense qu'il faut chaque fois, il faut expliquer, respecter, parler, mais attention de ne pas mettre en péril aussi des valeurs essentielles de respect et d'égalité entre l'homme et la femme. Et d'accueil également, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez accueilli des réfugiés. Oui. Aurillac s'est positionné comme ville d'accueil dès le départ de la crise de la alors Syrie. on s'est posé comme ville d'accueil à l'unanimité du conseil municipal, hein, que ce soit mon opposition comme tous les groupes, tout le monde a été favorable. Et je peux faire un retour d'expérience, ça se passe, et il faut le dire, très bien. Très bien. Il peut y avoir quelques problèmes, bien sûr, parce que dans la population accueillie, on peut avoir des personnes fragiles, on peut avoir des personnes qui ne comprennent pas immédiatement les règles de notre vie en Europe, en Occident. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ont le statut de réfugié, ils travaillent. Ils sont accompagnés. On a été très vigilants sur l'accompagnement. On n'a pas ouvert pour ouvrir. Donc, que ce soit l'association Aurore, Forum Réfugiés, il se fait un travail remarquable d'intégration, d'apprentissage de la langue, d'apprentissage du travail, etc. Et aujourd'hui, à Aurillac, on a un taux de chômage qui était à 5%. C'est-à-dire qu'on est au minimum. Nos entreprises se plaignent de ne pas trouver des emplois. Eh bien, je dois le dire, c'est pas utilitaire, mais nos réfugiés travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, et sont très fiers de travailler en France. Alors, je suis content d'avoir Très bien, merci Corinne Laurent. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous. Dans un court instant, vous retrouverez notre invité Pierre Matonnier qui sera interrogé par Alain Baron de Radio Notre-Dame. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Pierre Matonnier. Il est maire d'Aurillac et il est interrogé dans cette dernière partie d'émission par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Monsieur Matonnier, bonjour. On a évoqué tout à l'heure de manière furtive le mouvement des Gilets jaunes qui continue. Il y a une manifestation qui est attendue à Paris le samedi prochain. Comment vous analysez ce mouvement et qu'est-ce qui s'est passé à Aurillac ? Alors, le mouvement a été très suivi à Aurillac, puisque je crois qu'on a eu entre 1000 et 2000 gilets jaunes, ce qui veut dire que, ramené à la taille de la population, ça veut dire que ce phénomène, en tout cas, a de l'écho auprès d'un nombre important de nos concitoyens. Il y a probablement une récupération politique derrière, mais je pense qu'il y a vraiment un phénomène de saturation. Les habitants du Cantal, je vais élargir, je pense, ont mal vécu le 80-90 km/h. Ils vivent mal les taxes. Souvent, la zone urbaine s'est beaucoup étendue dans nos régions. Parce que dans la ville-centre, on avait peu de terrain à vendre, etc. Donc, on a des habitants qui font facilement 50 km le matin en voiture. Donc, l'impact sur des revenus assez bas est important de ces dépenses supplémentaires. Et puis, je pense qu'il y a une forme de ras-le-bol de tout, parce que les gens ont perdu une visibilité ou le sens de l'action politique collective.
je crois aussi qu'on a un repli sur soi dans notre individualisme, dans notre forme de société, qui fait que bien, le seuil de tolérance, je l'ai dit au début, est très faible. Dès qu'il y a des tensions, elles s'expriment violemment. Le poids des réseaux sociaux fait qu'on peut amalgamer très facilement dans un même mouvement des gens qui sont sur des revendications totalement différentes et qui peuvent être strictement contradictoires en disant « je ne veux pas de payer d'impôts, mais je veux plus de services publics » ou « je ne veux pas payer de taxes, mais je veux du développement durable ». Donc, voilà, on a des ferments de tension et je le redis, pour moi, ce qui est important, c'est que nos élus de proximité puissent quelque part s'adresser à ces personnes, hein, leur parler, essayer d'expliquer comment fonctionnent nos territoires, comment leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, c'est la société où ils ont des choses à dire, mais il faut qu'ils deviennent acteurs et pas simplement opposants. Vous les avez reçus, vous avez été à leur devant, les Gilets jaunes moi, je n'y suis pas allé, je suis prêt à les recevoir à la mairie. Je n'y suis pas allé pour ne pas faire récupération politique, parce que franchement, je pense qu'ils ont revendiqué leur apolitisme, que je trouve très bien. Je pense que certains ont essayé de profiter de ce phénomène-là. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne démarche. Par contre, s'ils viennent à la mairie, je les recevrai, je recevrai. Mais encore une fois, recevoir qui et quel portage? Parce que j'entends bien les taxes sur l'essence, etc. Mais ça ne fait pas une revendication et c'est pas ça enfin pour moi, à force de casser les corps intermédiaires, hein, tout ce qui est représentation intermédiaire, on casse le syndicalisme, l'ouverture qu'a fait M. Laurent pour la CFDT, il ne faut pas la refuser. On a besoin des corps intermédiaires dans notre société. La social-démocratie ne fonctionne qu'avec les corps intermédiaires. Donc si on veut une relation directe, eh bien on traite avec des gilets jaunes, mais c'est qui va représenter un courant qui est protéiforme dans ses revendications. Par contre, qui traduit bien, et ça c'est ce qu'il faut comprendre, c'est traduire un profond mal-être. Mais ce n'est pas une solution, quoi. Certains, les taxes de poujadisme, ça, pour vous, c'est réel? Il y a un courant poujadiste à l'intérieur, c'est fait par la force des choses, puisque je connais un peu les personnes qui sont là, je vois, mais il n'y a pas que des poujadistes, il y a aussi des membres du Parti socialiste qui sont pas contents. J'ai vu des militants, je vois, donc je me dis, il y a ce mécontentement, mais qui est très large. Il y a des commerçants, il y a des artisans qui sont tendus, des agriculteurs à Aurillac qui ont été rejoints par les agriculteurs. Donc vous voyez, c'est vraiment des revendications totalement, une palette de revendications, ce qui fait que ce mouvement et peut-être, mais on a connu ça aussi, hein, François Hollande, que ce soit les Nuits debout, etc. On voit ces expressions directes prendre une place importante, mais vers quoi? Qui va donner le sens à ces mouvements-là? Parce que je crains que la diversité fasse que le sens soit difficile à exprimer. La clé de lecture de ce mouvement, cet indice, ce n'est pas un mouvement social, c'est un mouvement avant tout territorial. Et les plus mobilisés, ce sont les territoires qui échappent aujourd'hui au dynamisme des grandes métropoles. C'est à la fois le périurbain et le rural. C'est aussi votre impression? Complètement. À Aurillac, je vis ça. On a eu un mouvement très important à Aurillac qui s'est passé dans le calme, de façon très posée. Il n'y a pas eu d'agression, rien. Mais 2000 personnes, c'est important sur un territoire. La ville fait 26 000 habitants, l'agglo fait 58 000. C'est quand même pas neutre. Alors, comment comprendre qu'ils demandent moins d'impôts, alors que justement, si on veut aider ces territoires, si on veut lutter contre l'enclavement et compagnie, il va falloir justement des impôts, puisqu'on aura besoin de l'argent public pour développer ces territoires. Et puis vous avez vu le mouvement, quand Hulot a démissionné, on est monté tous au créneau en disant l'écologie est maltraitée, et quand on fait une taxe carbone ou l'équivalent, on nous dit non, c'est pas fléché pour ça. Il y a un manque de confiance sur ce que l'on mène et qui est un vrai fond. Notre société n'a plus confiance. On n'a plus confiance les uns dans les autres, c'est terrible. Et c'est ce qui délite. Notre individualisme fait qu'on a peur l'un de l'autre. Et donc, j'ai pas de solution sur ce mouvement-là. Moi, c'est un mouvement territorial parce que, bien sûr, notre périurbanisation fait que c'est des maisons individuelles. On a peu de vie maintenant commune. Je vous ai dit une zone urbaine de 50 km. Ça veut dire que c'est des gens qui prennent leur voiture, qui rentrent chez eux et quelle va être leur vie sociale? Vont-ils au cinéma? Vont-ils au théâtre? Non. Voilà. Et ça, notre forme de société fait qu'aujourd'hui, c'est un mécontentement de ce milieu rural que je vois, moi, sur Aurillac. Est-ce que vous craignez que ce mécontentement se traduise par un vote protestataire, alors que ce soit, par exemple, France Insoumise ou Rassemblement National? Voilà, ça, c'est le grand danger.
C'est évidemment. Mais ce qu'on vit en Europe, que ce soit en Italie, que ce soit. Bien sûr, le danger est là. Moi, je pense que cette expression, aujourd'hui non canalisée, va être soit une abstention massive, parce que le risque est réel aussi, soit se tourner vers des extrêmes. Mais pourtant, moi je connais un petit peu la région, il n'y a pas tellement jusqu'à maintenant d'implantation du Front National, ou enfin du Rassemblement National, où le PC n'est pas très fort non plus. Non, mais les signaux faibles peuvent faire qu'aux prochaines municipales, ce soit autrement, oui. Ça peut venir, oui. Ça peut venir. Et puis, regardez le vote Front National sur le département du Cantal, au présidentiel, il était quand même important, particulièrement en milieu très rural, très, très rural. Donc des endroits où ils ne sont absolument pas concernés par les problèmes d'immigration, je peux vous l'assurer. Alors, on est toujours là, dans le temps maintenant de la réponse à ce mouvement-là. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Alors, la semaine prochaine, il y a une loi mobilité qui va être présentée. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une loi mobilité? Quel est l'enjeu aujourd'hui par rapport justement aussi à votre situation de territoire enclavé? Moi, je crois que, alors, on subit bien sûr une urbanisation qui n'a pas été bien contrôlée depuis 20 ans. On aurait dû concentrer sur les villes-centres, enfin donner des moyens aux villes moyennes d'avoir des logements adaptés aux évolutions sociétales. On a poussé les gens à l'extérieur. Donc le problème de la mobilité va être un vrai problème, je suis d'accord. Donc sur la loi mobilité, ce sera une solution, ça peut se traduire par un chèque, etc. Mais je ne suis pas sûr que ça réponde... ça va répondre, enfin ça va être une réponse techno à un vrai problème de société et de sens. Pour moi, la question, alors vous allez me dire, j'ai pas de solution, mais je pense qu'il faut qu'on se repose la question du fondement de notre société, de la confiance qu'on a les uns dans les autres et vers quel avenir et ce que nous voulons faire pour nos enfants. Aujourd'hui, on sait que, j'ai dit tout à l'heure, les inégalités, le développement durable, l'accueil de la différence, c'est des vrais choix de société. Et j'ai peur que notre mode capitaliste, notre individualisme capitaliste soit en train de toucher le fond, où à force de se replier sur notre micro-univers, on perd le sens du bien commun dont on a absolument besoin pour faire société. Le vivre ensemble, c'est une réalité concrète, mais encore faut-il le désirer. Si on n'a pas ce désir de vivre ensemble, eh bien on a ces mouvements. Alors je ne sais pas, après c'est un travail de tous les jours, c'est ce travail que mènent nos instituteurs, c'est ce travail que mènent nos médiateurs sociaux, c'est ce travail-là. Et peut-être que notre ruralité, elle manque de médiateurs sociaux pour faire vivre différemment, quoi. C'est peut-être ça le fond des sujets. On parlait tout à l'heure de Condat, où on voit un vieillissement important dans ces villages et une absence. Dès que le médecin s'en va, ces villages meurent. C'est un vrai sujet de déclassement social qui est en train de se produire. Et donc, c'est cette frustration, cette peur de l'avenir. Et pour restaurer cette confiance, elle peut passer que par du lien social et par des gens qui donnent du sens à notre aménagement du territoire. On l'a dit tout à l'heure, Aurillac est la ville-préfecture la plus éloignée de toute autoroute. Comment vous le vivez et qu'est-ce qu'un élu local comme vous peut faire pour remédier à cet inconvénient? Alors ça, c'est un combat de tous les jours. Nous avons la chance d'avoir un tissu industriel relativement important. Il y a que j'ai dit qu'on avait un taux de chômage faible, mais ce tissu industriel, il n'existe que si nous avons notre ligne aérienne. De vol le matin, de vol le soir. On en a absolument besoin. Par contre, ça coûte très cher à nos collectivités. Nous avons le soutien de l'État, mais si nous perdons cette ligne aérienne, nous perdrons notre industrie locale. Et là, ce sera la spirale négative. Donc c'est déjà un élément fort. Deuxième élément, c'est ce travail. On avait besoin, et on a toujours besoin, nous, comme territoire pauvre, du soutien de l'État, du travail sur la RN 122, sur nos axes de circulation. Et nous avons une grande inquiétude sur ce qui est le réseau ferré. Alors, pour vous, ça doit peut-être sembler, vous vivez dans un endroit très connecté, mais pour nous, c'est déterminant sur l'égalité de nos territoires. On a besoin, c'est fondamental. Et là, c'est ramener à l'habitant, mais ça fait un coût prohibitif. Et sans le soutien de l'État, sans cette loi mobilité, peut-être ce travail sur nos territoires, eh bien, ça deviendra très très compliqué. C'est déjà très compliqué. On est à 1 heure d'autoroute, vous l'avez dit, et je pense qu'on doit être une des villes-préfectures la plus éloignée de Paris en temps. Nous, en train, il faut 7 heures pour aller 7 heures de train. Ouais. Vous parliez tout à l'heure donc, de refaire du bien commun, de donner du sens à tout ça. Qu'est-ce que peut l'élu politique? Est-ce qu'en termes de
participation à la vie démocratique et des initiatives qu'on peut prendre pour ramener les gens justement dans le champ politique. Oui, je crois que là, voilà, ça fait partie, mais c'est l'émission des maires, ça. C'est ce que nous faisons, c'est de faire vivre ces associations, de faire vivre tout ce qui crée du lien, et surtout d'être capable de remercier tous ces gens, tous ces bénévoles qui font le tissu, et vraiment la colonne vertébrale d'une ville comme Aurillac. Et là, c'est fondamental, et pas leur dire on supprime les emplois aidés. C'est pas ce message-là à ces bénévoles, ça fait partie de tous ces malentendus qui font qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus comment travailler, ils se donnent de leur temps, ils donnent de leur engagement, et ça fait se vivre ensemble. Et il faut y faire très attention, et ce vivre ensemble est fragile. Donc, pour répondre à votre question, comment on répond aux Gilets jaunes? Mais par du vivre ensemble, et par notre médiation, par ces engagements, certes idiots, hein, du club de rugby l'après-midi, eh ben c'est déjà des gens qui se rencontrent, ils ne sont pas à jouer sur leurs vidéos ou à faire du Facebook, à insulter les uns les autres. Là, ils se rencontrent, ils se voient, ils se parlent. Bon, ça c'est bien. Et on a besoin de ça. Et le rugby, ça compte à Aurillac. Le rugby, ça compte. Une question d'Alain Baron. Le Cantal est aussi une terre agricole. Hein, oui. Et comment les agriculteurs que vous devez connaître et rencontrer tout le temps vivent la transition écologique? Alors, ça, pour moi, c'est un des axes majeurs de l'avenir du Cantal. Le travail sur la qualité, sur nos petites exploitations et sur le statut de notre zone de montagne qui fait que nous avons peu d'intrants et nous ne sommes pas loin des normes écologiques. Après, il y a eu une mutation progressivement. On voit que le monde agricole est en train d'évoluer et de prendre conscience de cet enjeu écologique. Après, comme dans toute structure humaine, il y a des lobbies, il y a des poids institutionnels qui font que parfois certains membres de syndicats sont plus représentés quand ils représentent financièrement des points importants. Donc nous, pour le Cantal, petites exploitations, géographie difficile, peu d'intrants, agriculture de qualité, on a une carte à jouer sur ces produits de qualité. Et c'est la meilleure réponse à des démarches véganes ou etc. où c'est vraiment la qualité et de montrer que nous avons des exploitations à taille humaine, que le respect des animaux, je connais beaucoup d'agriculteurs, tout Cantalien à une génération était agriculteur, donc eh bien, c'est réel et il y a un vrai amour de la nature. Ensuite, il faut là aussi les accompagner et les aider à cette transition écologique. Et ça, la PAC était importante quand Stéphane Le Foll l'avait fait, et il avait axé beaucoup d'aides sur la transition écologique, hein, sur les exploitations qui tournaient vers le bio. Un certain nombre du Cantal en a profité. Je suis un peu inquiet sur l'avenir de ces financements. Est-ce qu'il y a à la fois la place pour du productivisme en France, une agriculture de productivistes et une agriculture plutôt de qualité, comme vous en parliez là? Est-ce qu'il y a la place pour les deux ou est-ce qu'il faut choisir? C'est une vaste question que vous posez. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on aille vers une agriculture de qualité et qu'on accepte les uns et les autres de payer un peu plus cher l'alimentation, et ce n'est pas beaucoup plus cher, pour permettre à l'agriculteur de vivre dignement de son travail et de pouvoir s'engager sur la qualité. Alors après, est-ce que les grandes exploitations le permettent ? Oui et non, mais si on a souvent un sentiment d'inhumanité. Sur ces grandes exploitations. Voilà, après, je sais que c'est un sujet complexe, je n'ai pas toutes les lumières là-dessus. Je pense que nous, pour un territoire comme le Cantal, et quand je vois, notamment à Paris, que je vois la promotion qui est faite des produits de qualité, je me dis qu'il y a vraiment des filières, et ça doit être vrai dans beaucoup de lieux en France, où on peut travailler avec des exploitations qui ne sont pas immenses, mais qui peuvent travailler de façon raisonnée leur territoire et leurs animaux et leur production agricole. Alain Baron. Oui, on dit souvent que l'écologie est trop punitive en France. Est-ce que c'est votre analyse? Bon, justement, Ségolène Royal, elle dit tout le temps qu'il ne faut pas que l'écologie soit punitive. Voilà, moi je pense que on a tous maintenant dans un coin de notre cerveau le sentiment de cette urgence écologique. Enfin, à moins d'être un président américain qui ne voit pas les choses, je me dis que bon, ou qui ne veut pas les voir peut-être. Donc on le sait. Après, il faut que le discours puisse passer et qu'il ne se fasse pas au détriment des plus faibles. Hein, c'est pour reboucler avec les Gilets jaunes, ils ont le sentiment qu'on exonère l'ISF, on fait payer la flat tax, mais par contre, on augmente les taxes sur le carburant. D'où ce mécontentement. Je pense que ça contribue à cette impression de distorsion, parce que tout le monde sait que de toute façon, il nous faudra
faire une mutation écologique où ce sera la disparition de notre humanité peut-être à 2-3 générations. C'est pas des questions théoriques. On le voit, on voit bien l'enneigement, tout le monde, on voit les étés de plus en plus chauds, on voit tout. Donc évidemment qu'on sait pour nos enfants et petits-enfants que c'est l'enjeu majeur et ce sera notre responsabilité parce que c'est vraiment notre génération qui sera responsable, coupable si on ne répond pas. Vous aviez évoqué tout à l'heure le véganisme. On voit effectivement beaucoup de tensions dans la société aussi sur ces questions-là. Aujourd'hui, il y a une inquiétude des agriculteurs par rapport à ce qui est fait par un certain nombre de réseaux anti-maltraitance des animaux qui va jusqu'à s'en prendre aux abattoirs ou aux agriculteurs. Il y a une vraie souffrance, une vraie souffrance des agriculteurs parce qu'ils ont l'impression que la noblesse de leur métier est bafouée. Parce qu'au quotidien, ils ont le sentiment, pour un grand nombre, de bien traiter leurs animaux, de vouloir faire des produits de qualité. Et quand on les stigmatise sur les réseaux sociaux par des vidéos, certes réelles, je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, mais ils le vivent comme une insulte à la noblesse de leur métier. Oui. J'étais à l'assemblée de la FDSEA il y a une semaine, et c'est vraiment le sujet qui est venu. Comment on répond, et on peut répondre que par notre agriculture de qualité, etc. Très bien, merci beaucoup à notre invité Pierre Matonnier, maire d'Aurillac. Notre invité la semaine prochaine sera Louis Alliot, député Rassemblement National. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bonne semaine et à la semaine prochaine.